Et bonjour Marc, très heureux de te retrouver. Bonjour Olivier. Alors, on avait vu la fois dernière les biais de la négativité et j'aurais souhaité que tu puisses apporter davantage d'éléments, notamment dans ton ouvrage. euh, tu fais référence à un moment donné au croire et au devoir croire. Mhm. Et est-ce que tu peux apporter plus de relief sur le thème? Oui, bien sûr. Donc, dans la procédure d'intention qui vise la manifestation, on doit pouvoir compter évidemment sur les atouts qui nous animent intérieurement. Et la notion de croire est centrale. Même si aujourd'hui, culturellement, on s'est éloigné de cette idée de croire, on a évolué dans notre conscience. Nous sommes certes les enfants de la croyance qui ont évolué vers le savoir, la science, et qui aujourd'hui nous invitent à po- pousser la porte de la connaissance. Donc, culturellement, on s'est dans une certaine mesure libéré du croire. On ne fonctionne plus forcément sur le croire. Le croire, si il s'agit de le définir rapidement, ce serait d'accepter, d'admettre qu'une réalité existe sans pour autant en avoir aucune preuve. D'accepter, d'accueillir une réalité en l'état sans en faire la preuve. Nous sommes dans une génuflexion de l'esprit aujourd'hui qui nous porte à accepter que le réel existe ou qu'une chose existe au sein du réel parce que on est capable d'en faire la preuve. La raison, la rationalité prévaut aujourd'hui. Mais autrefois, lorsque l'esprit humain était fortement conditionné par l'idée du croire, et encore aujourd'hui, dans les sociétés traditionnelles, on voit que la croyance est encore fort active chez l'humain, eh bien, cette croyance, la croyance, et aussi par extension la foi, est une énergie puissante qui aide le processus de manifestation. Aujourd'hui, pour contrecarrer en fait cette disparition ou cette absence du croire dans l'esprit contemporain, il y a cette idée de devoir croire. Devoir croire, j'expose cette idée dans le livre. C'est une idée que j'emprunte à Don Juan Matus, le sorcier yaqui qui a enseigné l'anthropologue américain Carlos Castaneda, justement qui expose en fait la technique du devoir croire. Il s'agit à proprement parler d'une technique qui vise à court-circuiter le mental, Mhm. qui, face à une procédure d'intention, pourrait se positionner comme un obstacle avec tous les biais de négativité, les doutes, les peurs, les incertitudes, comme on a pu le voir dans la précédente capsule que nous avons réalisée ensemble. Nous sommes finalement sujets à beaucoup d'obstacles intérieurs qui sont liés à notre mental, qui vont positionner des obstacles face à cette possibilité de réaliser ce à quoi nous aspirons en empruntant, en utilisant les puissances de l'esprit. On n'est pas encore dans une culture où on célèbre et on honore les potentiels de l'esprit, nous sommes seulement à les découvrir aujourd'hui. Et donc pour contrecarrer euh, cette, euh, cet état d'esprit ultra rationnel et ultra mental qui risque finalement de poser des barrières à la procédure de manifestation, eh bien, on peut employer une technique du devoir croire. Et le devoir croire va finalement remplacer ce que nous avons perdu au fil des siècles, à savoir cette foi qui autrefois animait les gens et qui les mettait dans une certitude sans preuve, mais une certitude de pouvoir atteindre ou accomplir ce à quoi ils aspirent dans leur vie. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver un exemple concret pour illustrer justement ce croire et ce devoir croire? Comment on pourrait... Beaucoup de personnes qui vont, par exemple, je vais prendre un exemple, qui vont à Lourdes
Ouais. pour obtenir une guérison, un miracle, sont dans une position, une disposition d'esprit qui les mettent dans le croire et la foi et la croyance. Mm. Et s'ils guérissent, ce n'est pas, il n'y a pas de miracle en soi qui se produise à Lourdes. Le miracle, c'est une interprétation euh, gentille, simplette, simpliste Mm. d'un phénomène qui finalement est provoqué par la personne elle-même qui, qui chaussée dans une certitude d'atteindre ou d'être le sujet d'un miracle ou potentiellement d'être une miraculée, d'atteindre la guérison, va finalement produire, grâce à sa conscience et à cette foi qui l'anime, un processus de guérison. Donc les miracles n'existent pas, le miracle appartient à une notion ancienne, euh, qui appartient à une culture qui est obsolète aujourd'hui, mais qui pour autant euh, existe. Nous avons beaucoup d'exemples de miracles, et les miracles se font par la foi. Aujourd'hui, dans notre société moderne, des miracles chaque jour se produisent dans les hôpitaux. Je veux parler par exemple de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est miraculeux pour celui qui n'en comprend pas le mécanisme. Mais en fait, derrière l'effet placebo, il y a les puissances de l'esprit. Et c'est Mm. toujours l'esprit, c'est toujours la conscience, et cette manière de nous installer dans cette certitude qui s'apparente quelque part à la foi, et qui permet cette guérison, qui permet une guérison. Donc qui permet une manifestation, c'est-à-dire qui permet à une intention fortement ancrée en nous de se manifester et de se produire dans le réel. Maintenant, quand on n'est plus animé par cette énergie de la foi, parce qu'il s'agit d'une énergie, la foi, eh bien on peut ruser ce mental pour le bloquer en fait, parce que c'est toujours quelque part le mental. Le mental n'est pas mauvais en soi, bien sûr, c'est un outil qui appartient au mécanisme de la conscience, mais il peut se poser comme un obstacle lorsqu'il s'agit effectivement de s'installer dans un dispositif qui sollicite la conscience, l'intention, l'état positif qui doit nous conduire à ce à quoi, à ce à quoi nous aspirons. Donc, effectivement, on peut contrecarrer les puissances du mental qui vont s'opposer à ce processus en, euh, en adoptant une technique dite du devoir croire. Le devoir croire, c'est accepter de jouer le jeu intérieurement, d'accord? Mm. Que la procédure va fonctionner, qu'elle fonctionne. Et donc là, on revient à ce que nous avions dit dans la précédente capsule, à savoir qu'effectivement, on doit se penser et se raconter et se parler au temps présent, comme si la chose était déjà réalisée. En fait, on dit comme si, c'est déjà une façon de ruser notre mental, c'est-à-dire que c'est une manière de s'auto-convaincre que le processus est déjà accompli, que ce que nous aspirons est déjà là, même s'il n'apparaît pas, même s'il n'est pas encore manifeste dans le réel. Mais non seulement on se fait croire que, mais il est réellement déjà là. Mm. C'est même parce qu'une chose n'est pas visible dans notre environnement immédiat que la chose n'existe pas en soi. Nous l'avons dit dans la précédente capsule que l'intention s'installe à l'intérieur d'une matrice cyclique qui est construite en deux tempos et que dans le premier tempo, rien n'est manifeste, Mm. rien n'est observable. Mais pourtant, les choses sont déjà en cours, en jeu. Mm. Les briques sont déjà en train de s'installer. En somme, on peut dire que la chose existe déjà. Elle existe à l'état embryonnaire, à l'état de construction, d'engrammation, mais elle existe. Et donc déjà bien connaître le processus, c'est déjà accepter et accueillir finalement que ces mécanismes-là existent. Et c'est pour ça que il a été important pour moi dans le livre d'éclairer les mécanismes sous-jacents à la manifestation pour que les lecteurs comprennent les mécanismes et les coulisses. Il est important de comprendre ce qui se passe en coulisses de nos événements. Non Parce que visible. quand on comprend la mécanique, on en accueille évidemment la procédure dans tout ce qu'elle a dans tout ce qu'elle a
On accueille la procédure telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on accepte l'idée qu'il y a bien un instant d'invisibilité en cours de construction et ensuite ces manifestations et des phénomènes qui seront visibles. Et ça nous pousse aussi à être de plus en plus conscients. Conscients de l'effet du mental, de l'effet de nos croyances, de notre foi. Et cette conscience, c'est vraiment la mise en route aussi de ce devoir croire, dans le but de réaliser nos intentions. Oui, c'est effectivement bien dit. Et je voudrais rajouter ceci pour poursuivre ta proposition, c'est qu'il faut aussi voir que nous sommes dans... Il faut aussi considérer le fait que nous appartenons à un secteur du temps qui est celui de la fin cyclique. Or, dans la fin cyclique, il y existe dans les lois universelles un principe que l'on appelle le retour archigénique, qui se définit de la manière suivante. Tout ce qui se passe au début d'un cycle se retrouve à la fin du cycle. Ou pour dire autrement, la fin s'inscrit dans le commencement. Donc c'est très très important de bien comprendre le mécanisme du retour archégénique puisqu'il est complètement affecté, il est complètement lié au principe de l'intention et de la manifestation. En cela où, puisque nous sommes co-créateurs de notre réalité et que intentionnellement et en conscience nous pouvons poser, encoder de manière consciente et intentionnelle une information en vue de la voir se manifester, donc nous sommes au commencement, bien Mhm. sûr. Nous sommes le roi en fait de notre royaume d'intention au commencement de la chose. Mais dès lors où nous illuminons une intention en conscience, nous créons déjà sa fin. Parce que la fin s'inscrit dans le commencement. Et là, on a exactement le phénomène d'intrication quantique qui a été découvert et qui est fort bien expliqué par les physiciens en sciences quantiques, qui parle effectivement que une particule est liée à une autre et que quelle que soit la distance qui les sépare, elles sont de toute façon liées à partir du moment où elles étaient associées au démarrage. Or, le retour archigénique, c'est exactement cela. Lorsque l'on crée une intention, on crée également sa fin. Donc on a bien une séparation temporelle de Mhm. l'information codante initiale qui doit ressurgir à la fin. Donc on crée déjà sa fin, mais elles sont liées. Donc on crée Alors, le canal, on crée le cheminement et le canal a été créé. alors justement, j'ai eu une expérience, notamment lorsque tu avais organisé un stage. Sur un stage sur pulsion de vie, pulsion de mort avec l'eau. Et j'étais venu au stage, donc tu étais venu nous chercher. Je me souviens que le train avait été en retard. Oui. Donc là, il y avait donc début du cycle, hein, donc retard. Et quand je suis reparti, eh bien, j'ai observé même problématique avec le train qui était aussi, avait un temps de retard. En tout cas, il y avait eu un problème. Et justement, tu l'avais marqué justement avec cette notion de retour archégénique. Tout à fait, oui. Il y a un stage que j'avais co-animé qui était donc mis en place Marianne, hein. Marianne, Oui, c'était. par Marianne Jacot, qui donc était qui avait ouvert ce stage sur donc Tout à fait. le travail sur le rebirthing, hein. Oui, 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 hein, pulsion de vie, pulsion de mort. Et donc, tu avais évoqué justement cette notion de retour archégénique, justement, et ça m'avait quand même alerté, hein, et impacté, parce que derrière, ça m'a poussé à être beaucoup plus vigilant sur la notion de début de cycle. Tu Oui. vois, parce que des fois, on peut travailler sur un début de cycle sans forcément avoir une intention. Alors, des fois, l'intention, elle est soit inconsciente ou elle n'est pas, on va dire, réfléchie, tu vois. Mhm. Et justement, le fait d'aborder ce thème nous pousse vraiment à être beaucoup plus conscient sur le fait que dès lors où on commence une action, alors on appelle ça un cycle, hein, Mhm. ça peut être par exemple, je suis embauché dans une entreprise et j'intègre l'entreprise, et bien comment ça se passe l'intégration? Eh bien, j'engramme un niveau de cycle,
hein, une première étape dans le cycle. Et le jour où je partirai, eh bien, peut-être dans un an, dans 6 mois, dans 2 ans, 10 ans, je ne sais pas, eh bien, on aura l'engrammage du début qui va se retrouver à la fin. Oui. Et Toujours. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que de toute façon, toutes nos vies ne sont que des cycles, que des enchaînements de cycles. Tout ce que nous faisons dans notre quotidien s'installe dans des cycles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que évidemment, on vit cela de manière inconsciente et on n'est pas les acteurs conscients de ces cycles. On est quelque part un peu des marionnettes trimballées dans nos cycles et on vit comme on peut et on match avec notre vie comme on est capable de le faire. Maintenant, la différence, c'est que lorsque l'on comprend que effectivement tout s'installe à l'intérieur de cycles et qu'on en connaît l'architecture, on devient véritablement l'acteur et aussi le chef d'orchestre de nos vies. Et donc le premier exercice, si je puis dire, pour bien comprendre la notion de cycle, c'est déjà d'observer certains critères qui se manifestent et les plus remarquables et les plus simples à observer est celui en effet du retour archigénique. Et j'invite toutes les personnes qui nous suivent sur ces capsules à en faire eux-mêmes l'expérience. L'idée est la suivante, tout ce qui commence tout ce qui se passe au début d'un cycle ressurgira à la fin. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut surveiller, être très très attentif au démarrage des cycles. Prenons un exemple. Je me lève le matin, je commence à préparer mon café et j'ai mon chat qui renverse un vase, qui renverse le vase. Et voilà, le vase est renversé par le chat. Mais tu peux être sûr que l'information chat ou vase renversé, ou eau renversée, va ressurgir à la fin de la journée, Mhm. systématiquement. Je veux dire par là que si on commence à surveiller ce qui démarre nos journées comme un exercice pratique, eh bien, on va voir l'information ressurgir. Pourquoi? Parce que la fin s'inscrit dans le commencement, tout le temps. Et en cela, c'est intéressant de comprendre cela parce que non seulement on exerce notre regard à regarder et à surveiller les événements qui façonnent notre vie non plus de manière linéaire, on Mhm. regarde les choses autrement, donc c'est-à-dire que notre regard s'affine, on regarde une ligne beaucoup plus fine de notre réalité où s'exercent, s'animent les mécanismes sous-jacents, les Mhm. mécanismes qui façonnent le réel. Parce que le réel est façonné par un ensemble de lois et de règles qu'il nous faut comprendre et qu'il nous faut intégrer en conscience pour commencer par les observer à se manifester dans notre réalité et pour en second temps en devenir les maîtres d'œuvre, les marionnettistes, de pouvoir manœuvrer s'installer en harmonie avec ces lois. Et notre vie, à ce moment-là, les choix que nous faisons ne sont plus aléatoires, ne sont plus motivés comment dirais-je, sur des chemins linéaires, mais ils s'installent en conscience avec les lois universelles. C'est assez puissant, hein, je trouve, parce que ça nous demande d'être quand même très vigilants. Être vigilant, être surveillant, c'est un exercice amusant, hein, c'est Oui. amusant. C'est, Mais ça nous pousse à sortir de nos mécanismes. oui, Je trouve, enfin, moi je trouve la démarche vraiment intéressante, hein. Mais si tu veux bien, on essaiera de, de, de débattre un peu plus sur cette notion de retour archégénique en donnant d'autres oui. exemples. On le fera sur une nouvelle capsule. Oui, D'accord? oui, il y a beaucoup à dire sur le retour archigénique et ça méritera une capsule totalement consacrée à ce sujet, effectivement. Ça marche. En tout cas, merci Marc pour ce partage et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Olivier, merci. Allez, au revoir.